toutes et à tous. Donc, je suis le cycle que j'ai commencé il y a déjà une dizaine d'années sur la géopolitique de la Russie depuis Pierre le Grand jusqu'à Vladimir Poutine. Cette année, je souhaiterais euh, traiter des années Yeltsin, c'est-à-dire en gros de la période 91 1999 que je qualifie de temps d'espérance, de crise et de chaos. Des mots qui ne vont pas tous ensemble, mais les années Eltsine ont été des années effectivement assez déroutantes, terribles par certains côtés et par d'autres pleines d'espoir. Alors, euh, je voudrais d'abord faire remarquer que les images que nous avons en Occident de la période de Boris Eltsine et de l'homme Boris Eltsine sont très différentes de celles que nous avons de Gorbatchev et de la période de la perestroïka que j'avais traitée l'an dernier. Il y a effectivement un très fort contraste entre les images de ces deux dirigeants. Gorbatchev, en Occident, vous le savez, a fait l'objet, enfin lui, mais surtout sa politique, d'une promotion quasi publicitaire avec des mots-clés comme perestroïka, glasnost, maison européenne. Euh, on avait vraiment le sentiment que Gorbatchev, en Occident, que Gorbatchev était en train de construire un socialisme post-totalitaire, qu'il avait vraiment la volonté de contribuer à installer la paix dans le monde. Alors que l'image de Boris Eltsine, à la même époque, est bien différente. Elle est, elle, nettement négative. Et d'ailleurs, il faut bien sûr se poser la question de savoir qui contribuait à fabriquer cette image de Yeltsin en Occident. Certainement que la propagande anti-helsingienne euh, était générée par les forces de Gorbatchev, en Russie bien sûr, mais également en Occident. Alors, l'image de Yeltsin, c'était donc à la même époque où on louait beaucoup Gorbatchev, l'image d'un alcoolique, d'un homme autoritaire, brutal, un provincial mal dégrossi, un nationaliste aussi, grand russe, peut-être antisémite, bref, un homme assez inconséquent et destructeur. Et il faudra attendre le putsch d'août 1991, le putsch qui visait à renverser Gorbatchev, pour que l'Occident se rende compte que les choses étaient beaucoup plus complexes et qu'il fallait peut-être pas sous-estimer Yeltsin. Donc, je pense que on doit avoir en tête ce regard très différent et certainement pas objectif qui a été celui de l'Occident pendant de nombreuses années vis-à-vis de Yeltsin. Ces remarques étant faites, je voudrais rapidement annoncer le plan du cours. Le premier chapitre sera consacré donc à la jeunesse, à la formation, en gros la période donc depuis la naissance en 31 jusqu'au début des années 60. Ensuite, la période alors d'ascension politique, c'est-à-dire à partir du moment où au sein du parti, il commence à avoir des responsabilités régionales et puis des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'en 89 où il va rentrer donc au Parlement. Et le chapitre 3, c'est celui où je voudrais examiner la rivalité très forte avec Gorbatchev, alors que les deux hommes avaient à peu près le même profil
nés à la même année, ayant connu une carrière assez semblable dans leur progression, eh bien, très vite, Gorbatchev ne supportera plus Yeltsin et ça sera la guerre entre 89 et 91. J'ai fait ce schéma simplement pour rappeler que, apparemment, on a terminé la période Gorbatchev. J'ai terminé de traiter ce sujet, mais en réalité, on ne peut pas comprendre l'ascension de Yeltsin sans revenir sur ces années clés, les années 89-91, de la grande bagarre entre les deux hommes. Le chapitre 4 sera consacré aux réformes fondamentales économiques et politiques, puisqu'on va changer carrément totalement de régime, hein, d'un régime donc collectiviste, on va passer à un régime libéral sur le plan économique. Le chapitre 5 analysera cette très grave crise de l'automne 93 où le Parlement et, disons plutôt, les parlementaires russes et le président de la République de Russie, Helsinki, sont face à face avec donc une crise, des morts et vraiment une période extrêmement trouble. Le chapitre 6, je parlerai de la première guerre de Tchétchénie qui commence en 94 et que Yeltsin perd. La Russie de Yeltsin n'est pas capable donc comment dirais-je, d'apaiser le problème tchétchène et donc c'est une défaite claire et nette. Le chapitre 7, ça sera la réélection de Poutine, une réélection controversée, et les dernières années donc de sa présidence jusqu'en 99. Et enfin, dans un dernier chapitre, je rappellerai dans quelles conditions Yeltsin a choisi Poutine comme successeur. Alors, ma bibliographie se limitera à 3 autobiographies de Yeltsin et à 2 ouvrages écrits par des historiens. Alors, les autobiographies, je commencerai par celle qui a été publiée en premier, en 1990, qui s'intitulait Boris Yeltsin jusqu'au bout. Hein. Alors, dans ce livre, c'est un livre, si je peux dire, double, hein, puisque c'est à la fois un journal politique. Yeltsin nous raconte presque heure après heure le, les élections au Congrès des députés du peuple, élections qu'il va remporter triomphalement, donc entre le 25 mars et le 27 mars, c'est presque heure par heure, ces élections de 89. Donc c'est un journal, ce qu'on appelle un journal politique, mais en même temps, c'est entre le récit quotidien des événements de 89, il glisse des pas entiers sur sa vie. Donc, un journal politique et une autobiographie. Le second ouvrage de Yeltsin que j'avais utilisé, il a été publié 4 ans après le premier, en 94. Il s'intitule Sur le fil du rasoir. Et dans cet ouvrage, Boris Eltsine évoque de manière assez précise, bien sûr, et subjective aussi, les années qui vont de 90 à 93. Et c'est des années évidemment capitales, puisque c'est les années 90 notamment et 91 de l'effondrement de l'Empire soviétique. Il nous parle évidemment du putsch d'août 91, de ce qu'on a appelé avec raison la thérapie de choc pour essayer donc de redresser l'économie russe, euh, la période noire où vraiment c'est le chaos et la misère en Russie, et enfin le livre se termine par l'automne 93, un automne sanglant, j'y faisais allusion il y a un instant, durant lequel on voit se dresser le président de la Russie, Yeltsin,
contre le Parlement de la Russie. Le troisième ouvrage, pardon, est plus récent, il date de 2000, et lui, il est consacré, il a appelé ça mémoire. En réalité, il s'intéresse exclusivement aux années 96, 99, c'est-à-dire donc à sa deuxième présidence et au choix de Poutine. Alors, il montre la violence qui règne là lors de ce second mandat de président, la violence des campagnes électorales, et puis il nous donne sa version sur le choix de Vladimir Poutine pour lui succéder. Donc, il s'agit là de trois autobiographies publiées donc sur 10 ans, de 90 à 2000. J'utiliserai deux autres ouvrages écrits par des historiens. L'ouvrage de Jerzy Reinhardt, Boris Yeltsin et le réveil russe, publié chez Stock donc en 1992. L'ouvrage est intéressant. Je ne connais pas du tout l'auteur, hein, Jerzy Reinhardt. Je ne sais pas exactement quelle est sa nationalité. Euh, Polonaise, allemande, russe. Mais peu importe, cet ouvrage est très bien documenté pour la période donc, qui va jusqu'en 91, jusqu'au putsch, puisque l'ouvrage paraît en 92. Donc, bien entendu, il n'y a pas d'allusion, de récit des événements postérieurs. Alors, je pense que l'originalité de cet ouvrage d'historien, c'est bien de montrer ce que je commençais à évoquer tout à l'heure en introduction, à savoir que de 1985 jusqu'en 91, l'Occident a été carrément aveuglé par le rayonnement médiatique de Gorbatchev. Euh, L'Occident a pris la perestroïka soviétique pour ce qu'elle prétendait être, c'est-à-dire une réforme démocratique du système communiste, ce qu'elle n'était pas. Une réforme profonde du système communiste, oui, mais pas dans le sens démocratique tel qu'on l'entend en tout cas. Et donc, l'Occident est persuadé que ce qui est important, donc, c'est Gorbatchev et sa perestroïka, et Yeltsin, pour l'Occident, eh bien, c'est un perturbateur, un phénomène assez incompréhensible, vaguement inquiétant. Et cette image négative en Occident contraste avec l'image positive de Yeltsin à cette époque en Russie, puisque Yeltsin est plébiscité par les Russes. Il va devenir le premier personnage de la Russie, on peut le dire, de 1987 à 1991, et il parviendra donc sur les décombres de l'Union soviétique à incarner ce qu'on peut appeler le fait majoritaire en Russie. Donc, le livre de Reinhardt à ce sujet est tout à fait salutaire pour les Occidentaux. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage de Boris Minaïev. Alors là aussi, je ne connais rien de l'auteur. Je suppose qu'il est russe. On le dit à un moment donné, écrivain et journaliste. C'est un ouvrage assez curieux, qui n'a pas trop la logique, je dirais, des ouvrages d'histoire occidentaux. C'est un ouvrage qui peut paraître fouillis. Il y a très peu, il n'y a pas de sous-titres, les chapitres se suivent. euh, donc on est un peu déconcerté. Mais, un, il balaie l'ensemble de la vie de Yeltsin, puisqu'il a paru en 2017, donc c'était faisable.
Et ensuite, il, il utilise une documentation qui n'a pas été utilisée jusque-là, en particulier la documentation qui est opposée au centre présidentiel Boris Yeltsin, qui a été ouvert en 2015, en novembre 2015, à Ekaterinbourg, c'est-à-dire Sverdlovsk, pendant la période soviétique, la ville de Yeltsin. Et dans ce centre présidentiel, on trouve beaucoup de choses qui concernent Yeltsin, ses archives personnelles, sa bibliothèque. Il y a des expositions, notamment les conservateurs ont voulu faire de ce musée un musée d'histoire politique contemporaine de la Russie. Donc, Boris Minayev est allé dans ce centre, a travaillé dans ce centre, peut-être même y est-il attaché, et il en a profité pour interroger des membres de la famille de Yeltsin, son épouse euh, notamment. Donc, il y a des faits contenus dans ce livre qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, le récit que je veux vous faire rapidement de la jeunesse et de la formation de Yeltsin, eh bien, c'est une synthèse un peu de ces différents ouvrages. Alors, il m'a semblé que le mieux, ce n'était pas finalement de faire une vraie synthèse, mais de vous exposer successivement d'abord le récit que Yeltsin fait de sa propre vie dans ces trois ouvrages, puis les critiques de l'historien donc que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Jerzy Reinhardt, euh, et enfin les compléments que Boris Minayev, l'autre historien, donne de la vie de Yeltsin, notamment pendant cette période de jeunesse et de formation. Donc, je vous propose d'attaquer un premier chapitre que j'intitule Jeunesse et formation, de la naissance jusqu'aux années 63, où il va entrer au Parti communiste et avoir des responsabilités professionnelles importantes. On n'a pas beaucoup de photos, hein, j'en ai mis quelques-unes que j'ai trouvées donc sur Internet, beaucoup de photos de la période avant qu'il soit président de la Russie. Alors, voyons donc le récit d'abord d'Eltsine. Eltsine par lui-même. Comme il nous le dit dès le départ, Yeltsin, c'est un homme de l'Oural, cette chaîne de montagnes qui, vous le savez, sépare, on va dire, la Sibérie de l'Europe russe. Hein. Donc cette chaîne de montagnes qui fait presque 2000 kilomètres du nord au sud et qui se trouve donc en gros à 1400 kilomètres de Moscou. Et les géographes, les économistes ont tendance à diviser cette chaîne du nord au sud en trois parties, la partie nord, la partie sud et la partie centrale. La vie de Yeltsin se déroulera dans la partie centrale. C'est la partie où les monts de l'Oural s'abaissent au point c'est un passage, passage pour notamment les chemins de fer, les routes, et c'est là, dans le centre, que les principaux sites industriels, Perm, Sverdlovsk, vont s'installer. Pardon, Yeltsin, né donc en 1931 dans un village, Boutka. Boutka se trouve donc sur le versant est, pardon, sur le versant est de l'Oural, dans la partie centrale, sur le versant est,
à environ 250 kilomètres de la principale ville qui à l'époque s'appelle Sverdlovsk, dont je parlerai très souvent puisque Yeltsin il fera d'abord il fera sa formation, son apprentissage dans la construction et ensuite toute sa carrière politique jusqu'à son départ pour Moscou à l'époque Gorbatchev. Donc, Boudka se trouve à 250 kilomètres de la principale ville Sverdlovsk, qui a été rebaptisée en 91 la ville de Catherine, Yekaterinbourg. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il nous dit d'abord qu'il a été baptisé, et il nous raconte l'anecdote suivante, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire, qui n'est pas fondamentale, hein, loin de là. Alors, c'est à la page... Ah, mais je me trompe de livre. C'est à la page 33, 31, 31, 31. Ma mère m'a raconté la manière dont j'ai été baptisé. Le district tout entier ne comptait qu'une petite église avec un prêtre desservant plusieurs villages. Les naissances étaient alors en assez grand nombre et l'on baptisait une fois par mois. Cela représentait pour le prêtre une journée très chargée. Parents, enfants, il y avait foule. La cérémonie se déroulait le plus simplement du monde. On plaçait une sorte de cuve pleine d'un liquide consacré auquel on avait ajouté quelques condiments. On y plongeait intégralement le bébé, puis on le ressortait, braillant, on le bénissait et on lui donnait un nom qu'on inscrivait dans le registre de l'église. Comme le voulait la coutume, les parents présentaient alors à l'officiant un verre de Braga, c'est-à-dire une sorte de bière fabriquée chez les habitants, et comme on voulait la coutume, les parents présentaient alors à l'officiant un verre de Braga, de Samogon, c'est-à-dire de l'eau de vie maison, hein, de vodka, chacun selon ses moyens. Mon tour ne vint que dans l'après-midi. Le prêtre tenait déjà à peine sur ses jambes. Ma mère, Claudia Vassilievna, et mon père, Nikolaï Ignatievitch, me confièrent à lui. L'officiant me plongea dans la cuve et de se mettre à discuter, à disserter avec l'assemblée, oubliant que j'étais dans l'eau. Mes parents, qui se tenaient à une certaine distance des fonds baptismaux, ne comprirent pas de prime abord de quoi il retournait. Quand ils prirent conscience de la situation, ma mère bondit et, hurlant, me repêcha pour me tirer de là. On ramena le petit noyé à la vie. Je ne voudrais pas, en racontant cet épisode, donner l'impression que j'ai gardé de cet instant des rapports un peu particuliers avec la religion. Certes non. Il n'empêche que les choses se sont bien déroulées ainsi. Le curé, d'ailleurs, ne s'en émut guère. Puisqu'il a supporté cette épreuve, c'est qu'il est le plus solide. Je le baptise donc Boris, fut tout ce qu'il trouva à dire. Voilà comment je devins Boris Nikolaïevitch. Donc ceci, c'est pour le baptême du jeune Boris. Alors, la famille vit dans une maisonnette, une petite maisonnette, une maisonnette de rien, disons. Leur richesse, c'est une vache et un cheval. Or, le cheval ne tarde pas à mourir, pardon, ne tarde pas à mourir, et la vache également. Et lorsque la vache meurt, c'est vraiment la catastrophe pour cette famille. Euh, il faut donc que les parents entrent au kolkhoz. Ils n'avaient pas voulu y entrer jusque-là. Le grand-père se loue chez les uns, chez les autres. Il est très actif, il a beaucoup de cordes à son arc. Il se fait employer comme laboureur, charpentier, menuisier. Boris Yeltsin nous dit, mon grand-père, il savait tout faire. Et puis, les choses demeurant quand même difficiles pour la famille, le père de Boris décide de partir de Boudka, de passer l'Oural et de se faire embaucher
sur un chantier à Berezniki, où toute la famille va déménager. Et là, le père va être employé comme ouvrier dans un chantier de construction d'un complexe industriel. Vous voyez, donc la famille était à 250 km de Yekaterinbourg, ici, et revient vers l'ouest, passe l'Oural, pardon, et euh, va donc à Berezniki, qui est dans la région de Perm, ici. Donc, les voilà désormais, les Yeltsin, sur le versant occidental de l'Oural. Donc, la famille va rester là, va vivre là pendant toute la jeunesse de Yeltsin, puisqu'il y arrive à 4-5 ans, et il va y rester jusqu'en 1949. Et il vit là dans des conditions très inconfortables. Voici ce qu'il nous dit. On nous installe là dans une de ces constructions typiques de l'époque, mais que l'on peut encore voir parfois aujourd'hui. Un baraquement de bois et de planches, véritable nid à courant d'air. Un couloir commun et 20 minuscules pièces, pas le moindre confort, bien sûr les toilettes dans la cour, l'eau aussi, que l'on prenait au puits. On nous fournit 2 ou 3 choses et nous achetâmes une chèvre. J'avais déjà un frère et une petite sœur. Nous dormions les 6 avec la chèvre, à même le sol, serrés les uns contre les autres. Donc, la famille connaît. La photo que j'ai mise n'est pas du tout une photo de la maison elle-même, hein. J'ai essayé d'en trouver une montrant une assez grande maison en bois, puisqu'il y avait de nombreuses familles qui vivaient avec les Helsinki. Donc, la famille Helsinki connaît l'inconfort, connaît la promiscuité, dort à même le sol, donc dans ce baraquement collectif. Et Yeltsin insiste beaucoup en disant que la chèvre est vraiment leur salut. On se serre près d'elle pour avoir chaud, elle donne du lait, donc c'est capital. Alors, c'est l'âge donc où il a entre 6 ans et 14 ans. Il reçoit une éducation sévère. Son père a d'ailleurs une unique méthode d'éducation, c'est le ceinturon. C'est-à-dire que donc chaque fois que son fils Boris fait une bêtise, il en fait souvent, le père va chercher le ceinturon et le fouette. Alors Yeltsin dit, je serrai les dents, ne proférant pas un son, ce qui avait le don d'exaspérer mon père. La mère, au contraire, est douce, affable et surtout très serviable. Elle coud, elle est couturière, elle coud pour les gens sans jamais demander de paiement. Si on lui donne quelque chose en remerciement, elle le prend, mais elle ne demande jamais rien. Alors, je reviens au père parce que c'est quand même une figure forte dans la famille. Le père de Yeltsin est très inventif. Il rêve notamment de mettre au point un système automatique pour la pose des briques. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais il y travaille beaucoup. Alors, dans la baraque en bois, Yeltsin ne se plaint pas de la promiscuité. Il dit qu'au contraire, il y a une grande solidarité. La famille va rester une dizaine d'années dans cette baraque et avec les autres familles, il y a une bonne entente. On partage tout, les mariages, les deuils. Il nous parle aussi, bien sûr, de son passage à l'école. Il nous dit avoir de bonnes notes, très vite s'être imposé comme un leader. Il est délégué de classe constamment. Leader, mais il vaudrait peut-être mieux dire meneur. C'est un enfant dissipé, mais il se décrit comme un redresseur de tort. Il se bat contre la bêtise et la méchanceté. Par exemple,
il ose accuser la directrice de l'école de sadisme. Elle est renvoyée. Et à cette occasion, il n'hésite pas à prendre la parole, hein. Alors, il nous décrit la scène ainsi. Je venais d'achever mes 7 ans de scolarité obligatoire. Dans la salle des fêtes de l'école, quelques 600 personnes étaient réunies, parents, professeurs, élèves. L'ambiance était joyeuse, animée. On remettait à chacun son brevet de fin d'études. La cérémonie se déroulait selon le scénario habituel. Jusqu'au moment où je demandais la parole, un peu comme au plénum d'octobre du comité central. Chacun s'attendait bien sûr que je prononce des paroles de remerciement. N'avais-je pas passé brillamment mes examens? On me laissa aussitôt grimper sur la scène. Je remerciais les professeurs qui nous avaient apporté tant de choses utiles dans la vie, qui nous avaient inculqué le goût de penser et de lire, puis je déclarais que notre professeur principal n'aurait jamais dû enseigner, se voir confier l'éducation d'enfants qu'elle mutilait. C'était une atroce bonne femme. Elle nous frappait avec sa lourde règle, nous mettait au piquet des heures durant, pouvait humilier un gamin devant une gamine et inversement. Nous devions faire le ménage chez elle et récupérer des restes de nourriture dans tout le district pour le cochon de lait qu'elle élevait. Autant de choses que je n'admettais pas. L'immense majorité des élèves refusaient de lui obéir, certains pourtant se soumettaient. Bref, à cette réunion solennelle, je racontais qu'elle se moquait des élèves, bafouait leur dignité, s'ingéniait à les rabaisser jusqu'au dernier, fort, faible, moyen, peu importé. Avec quelques exemples soigneusement choisis, je lui réglai son compte. Ce fut un beau scandale. Je semai la perturbation, gâchai la cérémonie. Le lendemain, mon père fut convoqué par le conseil de l'école. On lui annonça qu'on me retirait mon brevet, que je recevrais à la place un billet de loup, une petite feuille de papier où il serait indiqué que j'avais effectué mes 7 ans de scolarité, mais que je n'avais le droit d'entreprendre une 8e année où que ce soit sur le territoire de l'Union soviétique. Mon père rentra furieux et s'empara aussitôt de son ceinturon. Cette fois, j'arrêtai son bras. Jamais je n'avais osé, et je lui dis, ça suffit. À partir de maintenant, je me charge moi-même de mon éducation. Et s'en fut terminé des nuits passées en pénitence, s'en fut terminé des corrections à coups de ceinturon. Donc, un esprit assez fort. Euh, Ensuite, il nous raconte que euh, il organise des sorties, des explorations, notamment dans la taïga, hein. Il part pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, avec des amis. Il doit avoir à l'époque 16, 17 ans. Sac au dos. Donc, une fois que les provisions sont épuisées, ces gamins survivent avec ce qu'ils ramassent dans la forêt. Donc, ils se nourrissent de noisettes, de champignons, de baies. Ils remontent des rivières sur une petite barque. Ils se perdent. Ils errent pendant une semaine. Ils boivent de l'eau impure et attrapent la typhoïde. Yeltsin fera 3 mois d'hôpital. Mais cette exploration, comme on disait au scout, l'explo, va le marquer beaucoup. C'est un passionné de sport. J'aurais dû déjà en parler plus tôt. Le ski, la gymnastique, l'athlétisme, la boxe, la lutte, mais surtout le volleyball. Ensuite, pendant la guerre, car donc il est né en 31, donc vous le voyez, il a 13, 14 ans à la fin de la guerre, euh, il, il piaffe d'impatience, dit-il, de ne pas participer à la guerre avec ses camarades. Et un jour, il vole 2 grenades dans un dépôt militaire, il les fait exploser, et là, il perd 2 doigts de la main gauche.
Voilà donc les aventures de sa jeunesse telles qu'il les raconte. Et vers 49-50, euh, il entre à l'Institut Polytechnique de l'Oural, section construction, à Sverdlovsk. Donc, il quitte Berezniki pour Sverdlovsk. Et là, il fera 5 ans d'études. Euh, donc, il mènera à cet Institut Polytechnique de l'Oural. J'ai trouvé cette photo donc de l'établissement. L'établissement a été construit dans les années 50, donc c'est très possible que qu'il ait été édifié, donc enfin que Yeltsin l'ait connu et l'ait fréquenté sous cette forme-là. C'est-à-dire, vous voyez, c'est très soviétique comme construction de l'époque, avec une imitation de style grec. Bon, c'est un lieu de culture et en général, les soviétiques aimaient bien rappeler cela. Alors, c'est là, donc dans cet institut polytechnique de l'Oural où il restera 5 ans, qu'il va mener une vie assez excitante, du moins telle qu'il la raconte, excitante, je veux dire bouillonnante, palpitante. Euh, alors, dès la première année, il est président du bureau des sports. Ça veut dire que c'est sur lui que reposait l'organisation des manifestations sportives. Mais ce qui le passionne sur le plan sportif, c'est le volleyball. Et il va très vite jouer à un niveau élevé, la première division, et il jouera parmi les 12 meilleures équipes du pays. Hein. Euh, Là, on le voit beaucoup plus tard dans une manifestation de volleyball, mais le volley a laissé dans la vie de Yeltsin vraiment une profonde empreinte. Euh, Ça lui permet, bon, de s'exprimer physiquement, hein, il aime ce jeu, mais aussi de sillonner tout le pays lors des matchs. Il entraîne aussi 4 équipes en plus de la sienne, donc il connaît beaucoup de monde. Bref, il nous dit que quotidiennement, quand il est étudiant, hein, il consacre quelques 6 heures par jour. Et pour étudier, donc, il n'a que le soir tard ou la nuit. Mais il nous révèle déjà qu'il a une capacité à dormir très peu, 3-4 heures par nuit, lui suffit. Alors, au terme de la première année de l'Institut, donc à Sverdlovsk, il décide de faire un grand voyage à Nurs. Il n'a pas le sou, hein, mais il s'en va tout seul. Il va voyager de nuit surtout, très souvent sur le toit des wagons de train. Ensuite, il visite les villes pendant la journée et il dort dans les jardins publics ou dans les gares. Alors l'itinéraire, là, c'est pas vraiment celui qu'il a fait. J'ai mis la carte pour concrétiser un peu cela. Donc, son itinéraire, c'est Sverdlovsk, Moscou, Leningrad, Minsk, Kiev, Yalta, Volgograd. Et au cours de ces 2 mois de périple, il va fréquenter toutes sortes de monde, notamment des anciens détenus, euh, et donc, pour lui, c'est vraiment un voyage initiatique d'une grande importance et qui montre son indépendance, son courage, son habileté à se débrouiller. Bon. Et finalement, donc, il aura, compte tenu du temps qu'il consacre au sport, euh, compte tenu de ce grand voyage à Nurs, il va rédiger son mémoire de fin d'études en quelques jours, hein, parce qu'il ne s'y est pas mis assez tôt. Alors, ce mémoire de diplôme, il le rédige en un mois, alors que
Les autres mettaient 5 mois. Et le mémoire porte sur les tours de télévision qui commençaient peu à peu à s'installer. Il a la mention très bien et en 1955, donc, il quitte l'Institut, son diplôme d'ingénieur en poche, euh, et ce passage de 5 ans donc à l'Institut Polytechnique de l'Oural le marquera. Il y aura, euh, enfin, il va y souder des amitiés et de toute sa vie, y compris quand il sera président de la Russie, il reverra des anciens de cette époque. Alors, donc le voilà qui entre dans le monde du travail avec, puisqu'il est ingénieur, et en septembre 1955, il est nommé dans une usine de construction de tuyauterie lourde à Sverdlovsk. Je m'arrête un instant sur cette ville car on a de la peine à imaginer ce que c'était. Et pour vous dire quelques mots à ce sujet, des mots un peu concrets, je me suis servi, j'ai beaucoup emprunté donc à l'ouvrage de Boris Minaev que j'ai cité tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que la région de Sverdlovsk se présentait véritablement comme un mastodonte industriel. D'abord très vaste, la région de Sverdlovsk correspondait à 4/5 de la Grande-Bretagne, donc une énorme région. On y trouvait plus de 700 usines et fabriques. Alors, ces usines et ces fabriques avaient été installées la plupart du temps pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour fuir les Allemands, comme vous le savez, Staline était parti vers l'Oural et donc Sverdlovsk était un des grands centres où on avait décentralisé les usines et les fabriques. Après la guerre, il y en a un certain nombre qui ont réintégré la partie européenne de la Russie, mais beaucoup sont restés à Sverdlovsk. Alors, à Sverdlovsk, on produit, bon, il y a du charbon, du minerai pas loin, mais on produit de l'acier, des millions de tonnes d'acier, des conduites, notamment ça sera ces gros tuyaux donc, que Yeltsin s'emploiera à fabriquer, donc de l'acier, des conduites, des wagons de chemin de fer, des chars, des ogives nucléaires, des moteurs d'avion, des armes bactériologiques. C'est-à-dire que Yeltsin dit on a l'impression qu'à Sverdlovsk, on se préparait à la guerre. Et la région de Sverdlovsk, je vous le rappelle, était interdite aux étrangers. Donc c'était considéré comme des industries stratégiques. Alors toutes ces usines multiples, géantes, ces sites de production chimique, ces laminoirs, tout ceci ne cessait de se restructurer, on reconstruisait, de nouveaux ateliers étaient installés. Donc on a le sentiment à l'époque de Yeltsin, c'est un peu le cas de nombreuses régions de la Russie de cette époque, eh bien c'est une Russie en effervescence économique. C'est vraiment le moment où on, on a le sentiment, si vous voulez, que on va bâtir un nouveau pays et une nouvelle armée. Euh, euh, dans cette région, les fabriques, les usines sortent de terre en permanence. Mais en même temps, et Yeltsin va beaucoup apprendre à ce sujet, en même temps, ce mastodonte industriel qu'est la région de Sverdlovsk ne, euh, comment dirais-je, reflète tous les dysfonctionnements du système soviétique. Les vols, par exemple, Yeltsin parle du vol d'un train entier en béton, de béton, pardon, de béton.
donc un train qui transportait du béton, s'évanouit. On ne sait pas où il est allé, il manque. Le marché noir, le trafic en tout genre entre directeurs d'usines, une planification tout à fait incohérente. On produit, on ne cesse de produire toujours plus, sans trop savoir la finalité de cette production. Mais Yeltsin est plutôt heureux dans cette atmosphère donc d'effervescence économique et pour lui, jeune ingénieur, c'est quand même un moyen de s'exprimer. Il est inventif, il est donc ce séjour dans la région de Zverdlovsk sera déterminant pour sa formation. Donc voilà le récit de cette jeunesse, cette enfance et cette jeunesse tel que Yeltsin le fait dans ses livres. J'aimerais maintenant, ça sera plus bref, vous dire ce que l'historien Jerzy Reinhardt euh, corrige, confirme de l'autobiographie d'Eltsine. Il y a pas mal de confirmations. Par exemple, Reinhardt dit on trouve vraiment dans ces récits ce qu'on peut considérer comme les traits majeurs de Yeltsin. Par exemple, le fait que Yeltsin est pleinement, totalement, comme l'était Gorbatchev, c'est un Russe. C'est vraiment un homme de l'Oural, à cheval, donc ce pays, ces montagnes à cheval entre l'Europe et la Sibérie. Euh, il est issu de la terre, d'une famille de paysans pauvres qui a été chassée à cause de la pauvreté, de la collectivisation, et qui a dû donc se réfugier, nous l'avons vu, vers les forges de l'industrialisation à outrance lancées par Staline dans la région de Sverdlovsk. Donc ça, c'est un trait qui est clair et net et qui correspond à la réalité. Second trait, il est évident que, enfant et adolescent, Yeltsin voit le monde comme un vaste terrain de compétition. Il est bon élève, mais c'est aussi un sale garnement. On l'a vu par rapport à la maîtresse qu'il n'aimait pas. Il est dur, cogneur, il se décrit ainsi, chef de bande, incontestablement, il a déjà le goût du commandement, on pourrait même dire l'art du pouvoir. Il apparaît, du moins il se décrit ainsi, comme un révolté permanent, en conflit donc perpétuel avec l'autorité scolaire. C'est un garçon têtu, obstiné, qui ne lâche jamais prise contre l'injustice. Bref, quand on lit ces pages concernant l'adolescence de Yeltsin, on pense bien sûr aux aventures de Tom Sawyer hein, aux États-Unis, ou en France de Duguay-Clin, ou du feuilleton Thierry Lafronde, si vous êtes assez âgé pour avoir vu ce feuilleton. Autre trait fondamental, il a un tempérament d'explorateur et d'aventurier. On l'a vu donc, lui qui n'était jamais sorti de sa province natale, eh bien, je l'ai dit, à 20 ans, il visite la Russie muni d'un pantalon, de deux chemises, d'un chapeau. Il saute sur les toits d'un wagon. Bref, c'est un aventurier. De même, je l'ai dit aussi, tout un été de vacances avec quelques copains, il veut explorer la taïga de la région. Dernier trait qui est clair et net dans son récit et que Jerzy Reinhardt souligne, c'est incontestablement un constructeur.
Et là, il tient apparemment de son père et de son grand-père. Euh, c'est évident hein, qu'il a le goût de la réalisation, de la construction. Et il aurait voulu, au départ, construire des bateaux. Je crois qu'il n'en aura jamais l'occasion, mais c'était son rêve. Mais euh, c'était son père ou son grand-père, je ne sais plus, qui, lorsqu'il était adolescent, l'avait obligé à construire une petite maison en bois, une isba. Sans l'aider, il avait dû tout faire. Et il y était arrivé, péniblement, mais il y était arrivé. Donc, c'est une famille qui a dans le sang la construction. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, nous dit par contre l'historien, Helsinki n'est peut-être pas un dur tel qu'il se décrit. Il y a un côté peut-être vantardise. Yeltsin, c'est un hypersensible. Euh, on le verra, il ressentira avec acuité les critiques qui lui sont faites. Chaque fois qu'on dit du mal de lui, c'est une blessure morale qui lui est infligée. Il aura très tôt une soif inextinguible de reconnaissance publique. Et il est vrai que dès son jeune âge, il possède un charisme. Ses mots portent comme des flèches. Euh, il sait composer avec ses ennemis, ce que Gorbatchev, par exemple, ne saura pas faire. Euh, c'est un homme pragmatique qui sait, lorsque l'opportunité se présente, changer son fusil d'épaule. Et Jerzy Reinhardt, c'est peut-être un des passages les plus intéressants de sa biographie d'Helsinki, nous montre un Yeltsin, disons, qui a souhaité faire du récit de son enfance et de sa jeunesse, disons, un prototype un peu de ce qui constitue je vais dire, les perspectives les plus gratifiantes pour un Russe. Je m'explique, mais j'emprunte tout à l'historien. Euh, ce qu'il appelle le mythe russe. Il fait remarquer, et c'est vrai, que le jeune Boris, quand il se décrit comme un preux chevalier sorti tout droit des contes médiévaux, des contes traditionnels russes. Par exemple, il y a l'épreuve initiatique. Il y a un instant, je rappelais que son grand-père lui dit, ou son père, je ne me rappelle pas, lui dit, si tu veux être un homme, si tu veux faire quelque chose dans la vie, commence d'abord par cette épreuve, c'est-à-dire construire tout seul, en bois, une maison, une isva. Bon, donc c'est tout à fait l'épreuve des contes de chevalerie. Épreuve qualifiante, bon, le baptême. Le baptême, il brave la noyade, alors qu'il aurait dû se noyer, faute de l'inattention du pope. Non, il a réussi. Euh, il nous décrit plusieurs fois, j'y reviendrai, un combat contre des gens qu'il rencontre, des truands, par exemple, et là, il n'hésite pas. Il a d'ailleurs le nez écrasé après un combat, justement, contre ces gens-là. Donc le nez cassé à cause d'une bagarre. Il a la main mutilée par l'explosion de la grenade. Donc il est marqué. Et donc tout ça, Reinhard a raison, c'est une volonté de s'identifier avec comment dirais-je, les héros
russe de l'histoire. Après, Reinhard nous dit, mais il n'y a pas simplement le mythe russe dans les histoires de Yeltsin. Il y a le mythe soviétique. Et c'est vrai que chacune des aventures du jeune Yeltsin renvoie à un épisode de la grande histoire de l'URSS. Les grenades, c'est la guerre. L'exploration des terres vierges, comme les Russes l'ont fait au début. Les grands chantiers sibériens. La compétition sportive. Tout ça, c'est ce nouveau pays, l'Union soviétique, en marche. Bon. Et enfin, outre le mythe russe, le mythe soviétique, il y a effectivement dans ces récits le mythe collectiviste qui transparaît. Euh, à une ou deux exceptions près, les aventures de Yeltsin sont celles d'un groupe. Ce n'est pas des aventures individuelles. Un groupe dont Yeltsin est le chef et le chef pardon, et le protecteur. Donc, ceci est intéressant. Je passe maintenant, parce que je vois que le temps passe très vite, dans une troisième partie à ce que nous apporte donc le, l'historien le plus récent, celui qui a travaillé le plus récemment, Boris Minaïev, pour voir qu'est-ce qu'il amène de plus à partir notamment des documents qu'il a pu voir au centre Boris Yeltsin d'Ekaterinbourg. Alors, premier fait qu'il dénonce, il nous dit attention, Yeltsin veut à tout prix apparaître comme appartenant à la paysannerie pauvre. Non. D'abord, ses ancêtres n'étaient pas assujettis au servage. Les ancêtres d'Helsinki appartenaient à l'État, pas à un seigneur. Donc, ils pouvaient racheter leur propre liberté quand ils le souhaitaient. C'étaient des paysans d'État qui vivaient quand même en dehors de la soumission qu'avaient par rapport aux serfs seigneuriaux. D'autre part, on nous fait remarquer que socialement, Yeltsin appartenait à la paysannerie moyenne. Il donne des exemples. Le grand-père paternel possédait un petit moulin de campagne. Il avait un cheval, des vaches, des brebis. Et pour le battage, il employait des ouvriers. Donc, ce n'était pas un brassier, c'était un petit propriétaire. L'autre grand-père, du côté maternel, il travaillait le bois. C'est un menuisier très habile, un charpentier qui construisait des maisons et qui lui aussi employait des ouvriers saisonniers. Donc, il faut classer la famille Helsinki dans la paysannerie moyenne et pas la paysannerie pauvre. Toujours à partir donc des archives, euh, on nous dit attention, euh, la famille de Yeltsin n'a pas évité les persécutions staliniennes. Pourtant, Yeltsin n'en parle absolument pas. Or, en regardant maintenant les archives au centre Yeltsin, on s'aperçoit que le bétail, le moulin, la batteuse du grand-père paternel, tout a été saisi et on l'a envoyé donc dans le grand nord de la Sibérie. Il en est revenu. Ils ont été, comme on dit, découlakisés. Mais ils ont été quand même arrêtés, les grands-parents, et détenus. De même, Yeltsin ne parle jamais des 3 ans de camp qu'avait copé son père. Il avait été dénoncé, le père de Yeltsin, parce qu'il avait interdit à ses ouvriers de lire le journal. Alors il était passé devant la GPU, c'est-à-dire la police politique, et il avait été condamné à 3 ans de travail sur le chantier du canal Volga-Don. Mais il était revenu ensuite. C'est l'époque où Boris Yeltsin avait 6 ans. Alors, on peut s'interroger pourquoi Boris Yeltsin ne parlait jamais de l'arrestation de son père. Ce n'est qu'en 1992 que le KGB lui a fourni les archives
et qu'il a pu lire les détails de l'arrestation de son père. Alors apparemment, le père lui-même n'en parlait pas pour ne pas entraver la carrière à venir de son fils Boris. Enfin, il ne faudrait pas croire, comme il le laisse entendre, que Boris Yeltsin vient de la campagne profonde, comme Gorbatchev. Non. Jusqu'à 5 ans, certes, il est à la campagne, mais à partir de là, il vit toujours en ville. Il fait sa scolarité, pratique le sport, il évolue dans un environnement qui n'a rien de rural. Voilà. Euh, donc, je termine en faisant un petit bilan concernant Yeltsin. Certes, beaucoup de faiblesses, des défauts, notamment cette soif inextinguible de domination, un amour-propre à fleur de peau, un homme pas facile à vivre, mais une forte personnalité, avec une faculté à s'assigner des objectifs très élevés, presque irréalisables, mais qu'il finissait par atteindre. Par exemple, avec 2 doigts en moins, il va être l'un des meilleurs volleyeurs de sa génération. Il n'a pas le sou en poche, mais il va parcourir la moitié du pays. Donc, il n'a pas que des bonnes notes, mais il travaille la nuit. C'est un homme généreux, bienveillant, à l'esprit ouvert. Donc, voici ce que j'ai cru pouvoir rassembler concernant la biographie de Boris Yeltsin. Nous nous retrouverons une prochaine fois donc pour voir comment s'est faite son ascension politique, d'abord au niveau régional, puis au niveau national. Bonne soirée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.